Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, on continue notre discussion avec Judith Sung. Souvenez-vous, elle est journaliste, elle travaille pour l'agence centrale de presse, elle est la correspondante en France de cette agence taïwanaise. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de médias, enfin pas directement des médias depuis la France, mais de son travail de recherche, car effectivement, elle a effectué une thèse, Judith Sung est docteur, et sa thèse s'intitule « Les politiques multiculturelles et les médias destinés aux nouveaux immigrés à Taïwan, les limites du volontarisme public et le dynamisme de la société civile ». Elle a réalisé cette thèse donc en France, à Paris, à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Elle va nous parler de ces différents médias destinés donc aux immigrés à Taïwan. On va recontextualiser un peu avec elle et je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir son point de vue aussi donc de journaliste sur cette question des médias à Taïwan. On en parle tout de suite dans RTF, sans plus attendre. Et tu as fait une thèse qui s'appelle « Les politiques multiculturelles et les médias destinés aux nouveaux immigrés à Taïwan, les limites du volontarisme public et le dynamisme de la société civile ». Alors ça, c'est le titre de ta thèse. Je pense qu'on comprend bien qu'en gros, tu t'intéressais à tous les médias qui sont destinés à ce qu'on appelle les travailleurs migrants à Taïwan, donc des Vietnamiens, Malaisiens. Pas seulement les travailleurs migrants, mais aussi des immigrés matrimoniaux, c'est-à-dire des femmes qui sont se mariées avec des Taïwanais. Ben voilà, donc on va parler un peu de ça. Donc ça, moi, je suis content qu'on puisse parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est très 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 pertinent parce que ça montre des choses qu'on connaît pas forcément de Taïwan justement aussi et dont on parle peut-être assez peu dans les médias en langue étrangère, en français, en anglais, etc. Et bon, le but du jeu, c'est pas de te faire repasser une soutenance. Je commence à me stresser. Du coup, voilà, on n'est pas là pour refaire la soutenance. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas docteur. Est-ce que tu peux juste nous parler, nous expliquer simplement ton sujet de thèse? Je sais que c'est difficile quand ça fait autant de pages. Et peut-être aussi nous expliquer pourquoi tu as eu cette envie de parler de ce sujet-là. D'accord. Je veux dire d'abord que ça fait 2 ans que j'ai fini ma thèse. Pour cet entretien, je relus un peu ce matin. Et pour parler brièvement, résumé de ma thèse, c'est que j'ai étudié pendant 3 présidences, à partir de Lee Teng-hui, c'est-à-dire 1988, le premier président élu par les peuples. Et après Chen Shui-bian et après Ma Ying-jeou. Donc j'ai parlé pendant 3 présidences comment on a traité le sujet des immigrés sud-est asiatiques. Je parle, c'est les nouvelles vagues d'immigration de Taïwan. Comment on a traité dans les médias et notre politique. Et, c'est-à-dire leur représentation dans les médias et aussi comment la société civile a fait leur initiative ou plaidoyer ou comment ils ont fait des médias pour compenser l'inefficacité des actions étatiques. Et aussi les dialogues entre l'État et la société civile, comment on a trouvé un moyen de collaborer ensemble pour avancer leur participation, leur présentation dans les médias. Alors ça, je pense qu'il est important aussi pour les auditeurs, c'est peut-être de comprendre de qui tu parles quand tu parles des immigrés à Taïwan. Alors qui ils sont, pourquoi ils sont venus à Taïwan, comment ça s'est un peu passé, et peut-être aussi quelle est leur place dans la société aujourd'hui à Taïwan, à ces immigrés sud-est asiatiques, que ce soit des femmes mariées avec des Taïwanais ou des travailleurs en fait. Je parle d'une nouvelle vague d'immigration de sud-est asiatique. Pour les femmes, je veux dire les femmes matrimoniales, ils commencent à peu près, c'est un phénomène à partir de 1970, parce qu'on a à ce moment-là moins de femmes et les femmes sont devenues de plus en plus indépendantes et des hommes, il y a beaucoup de paysans qui n'ont pas vraiment assez d'argent pour se marier avec des femmes taïwanaises. Donc, il y a des agences de mariage. C'est pas très, c'est une honte, mais on a acheté à ce moment-là des femmes des sud-est asiatiques, commencer par il y a des Chinois aussi, il y a des femmes chinoises et il y a des femmes indonésiennes et vietnamiennes.
aussi un peu de thaïlandaises aussi, et cambodgiennes. Et après, ça c'est le cas des femmes matrimoniales. Marié, ouais, c'est des fois. Mariées, oui. Et en fait, l'appellation de ce groupe de femmes a changé aussi. Avant, on a appelé des brides. Et Des mariés, quoi. oui, parce qu'ils sont ici pour se marier. Mais après, on a changé. On les appelle New Immigrants. Ok. Mm. C'est que la dénomination a quand même bien changé entre vraiment la destination avec quasiment une fonction de se marier. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un statut Exactement. le terme est quand même fort. Oui, la connotation a changé. Et de l'autre côté, l'autre catégorie, c'est le travail migrant. Et ça, c'est un phénomène qui commence à peu près dans les années 80. Et parce qu'à ce moment-là, Taïwan, on a vécu, disons, le miracle économique de Taïwan. Et on a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on a commencé à introduire le travail migrant à Taïwan. Voilà. Et donc, avant de rentrer aussi un peu plus dans le détail de justement l'étude des médias, dans ta thèse aussi, tu parles d'une notion qui est centrale, c'est celle de multiculturalisme à Taïwan. Alors, est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu cette notion-là? De quoi tu parles quand tu parles de multiculturalisme un peu à la taïwanaise? Le multiculturalisme, en fait, c'est un terme beaucoup discuté et aussi critiqué en Europe. Oui, Ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais pas en Asie. Pas vraiment en Asie. Mais multiculturalisme, on va dire d'abord que ça peut être un fait, parce qu'on est multiples ethniques. Et ça peut être aussi des politiques, ça peut être rhétorique, ça peut être aussi un idéal. Donc, je veux dire d'abord que le multiculturalisme n'est pas un dogme. C'est pas quelque chose de fixé. Pour moi, c'est plutôt un travail en continu. Donc, c'est un objectif pour la société. Et pourquoi en Asie c'est un peu différent le regard sur le multiculturalisme? Il y a beaucoup de raisons. Par exemple, des ethnies à Taïwan, en Asie, on a aussi le fait de colonial qui joue. Oui. Oui. Par exemple, s'il y a des colonisateurs et après qui parlent, le rapport entre ethnique minoritaire ou ethnique majoritaire va changer. Parce qu'avec le colonisateur, c'est compliqué d'expliquer, mais le colonisateur va changer la hiérarchie aussi. Okay. Donc après qu'ils partent, après qu'ils ont quitté le pays, ça va aussi influencer qui va être au pouvoir et comment ils vont traiter des ethnies minoritaires qui avaient peut-être collaboré avec le colonisateur. Donc ça va changer. Et aussi, la deuxième chose qui est importante de prendre en compte, c'est le sequence, c'est-à-dire l'ordre. À l'Occident, vous avez d'abord la démocratisation et après, c'est le multiculturalisme. Mais en Asie, c'est en même temps. Donc le multiculturalisme est utilisé en Asie plutôt comme réclamer le droit des minoritaires. Un argument. Un argument pour réclamer le droit des minorités. Oui, voilà. Donc, la connotation du multiculturalisme, pour nous, c'est un peu concomitant de la démocratisation. Ok, très bien. Et du coup, dans tout ça, alors c'est clair qu'on comprend qu'en Asie, de toute façon, si on comprend pas bien quand on est occidental et qu'on connaît pas l'Asie, c'est vrai qu'il y a... alors moi, je connais peut-être certainement un peu plus le Vietnam sur ces aspects-là, avec des ethnies qui ont plus avec très nombreuses, qui vont composer la société. Quelque chose qu'on a beaucoup moins quand même en France, avec peut-être des groupes comme ça... d'ethnie ou aborigènes en Europe, ça nous paraît beaucoup plus distant parce que ce rapport-là, on l'a beaucoup moins dans nos sociétés. Alors, donc toi, tu étudiais par rapport à tout ça la question des médias. Alors, comment cette question des médias destinés aux migrants
va nous permettre de connaître la situation des migrants et aussi quels sont ces médias et à quoi ils servent justement. J'ai étudié des médias, par exemple les médias écrits, la presse écrite et aussi les radios, la télé, des documentaires, mais pas seulement, pas que. En tout cas, en général, il y a une évolution. On va voir le mode de communiquer, le mode de médias utilisés a changé au fil du temps. Par exemple, avant, il y avait, ça a commencé par les médias, la presse écrite, mais comme tout le monde le sait, la presse écrite est en train de diminuer. À Taïwan aussi. Ouais. À Taïwan aussi, surtout pour des médias écrits pour des immigrés. Et donc là, maintenant, on a plus en plus des médias, de nouveaux médias dans les réseaux sociaux. Il y a des événements qui s'organisent dans les médias sociaux ou des documentaires faits par des immigrés. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on a des médias traditionnels qui parlent, qui donnent les informations pour les immigrés pour qu'ils puissent assimiler encore mieux dans la société taïwanaise. Ouais. Mais là, maintenant, c'est plus le but. Le but n'est plus de les assimiler dans la société, c'est de donner une plateforme pour que lui, il parle pour lui-même, pour eux-mêmes. Par exemple, là, maintenant, on a des podcasts faits par des immigrés elles-mêmes. Et on a aussi il faut que je présente, il y a aussi comment ça s'appelle, de Brilliant Time Bookstore. Ça, c'est des librairies pour des immigrants qui veulent emprunter des livres en leur langue maternelle. Et aussi, ils ont des Migrant Literature Awards, c'est-à-dire pour inciter d'écrire les romans ou les poèmes dans leur langue maternelle. Donc maintenant, c'est plus assimilé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner une plateforme de empower, d'expression. Oui, de s'exprimer dans leur langue maternelle ou en chinois, quand ils veulent. Ouais. C'est ça que j'allais te demander, parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est justement des médias publics, privés, qui pourraient être très orientés, mais aussi, il y a aussi des médias indépendants, donc on imagine qu'il y a plusieurs sources comme ça de médias. Exactement. Au début, c'était plutôt les médias publics. Parce que au début, quand j'ai dit au début, c'est en 2000. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le gouvernement qui a payé pour faire qui donnait des leçons, qui donnait des leçons aux femmes qui se mariaient avec des Taïwanais. Et à ce moment-là, en l'année 2000, les travailleurs migrants sont vraiment ignorés par le gouvernement. Ils n'ont pas pris en compte du tout. C'est à partir après l'année 2008 ou 2016, ça a commencé à être dans le champ des médias de Taïwan. Bah justement, même à Radio Taïwan International, il y a des langues vietnamiennes, etc., qui sont des sources d'informations hyper importantes, parce que on l'a peut-être pas dit là comme ça, mais effectivement, il y a plein de ces migrants qui s'informent avec ça ou qui écoutent des choses parce qu'ils parlent pas forcément mandarin. Exactement. Il y a il y a Radio International et aussi le PTS qui ont fait aussi des actualités en leur langue. Oui, ça c'est ce que le gouvernement a dit, mais je pense que ça c'est la base. Ouais, ça c'est ce qu'il faut faire. Et après, il y a beaucoup de sociétés civiles qui ont des initiatives créatives, par exemple les librairies, où il y a aussi des ateliers de médias pour apprendre aux travailleurs migrants de faire leur propre documentaire. Donc on peut voir Taïwan de leur regard, de leur point de vue. Et qu'est-ce qui pousse selon toi des personnes de la société civile ou même l'État à se soucier en fait de ce besoin d'informer ces catégories de population-là? Qu'est-ce qui est important selon toi? Le but a changé aussi pendant 3 ans. Tu disais qu'au début c'était un peu pour éduquer. Oui, c'est un peu... Enfin, cibler vraiment une manière de présenter les choses. Voilà, exactement. Au
au tout début, dans les années 90, c'est un peu laisser faire. Ils s'en foutent de cette population. Et après, c'est pour, moi je trouve, c'est de les encadrer, éduquer, pour qu'ils ne fassent pas des troubles dans la société de Taïwan. Donc, un peu comme un stabilisateur. Donc, les médias, c'est pour stabiliser. Et que c'est de donner aussi un chemin pour qu'ils puissent laisser les sentiments et laisser Taïwan tranquille. Et ça c'est au début. Et après, deuxième phase, c'est plutôt de l'assimiler. C'est assimiler. Donc, on donne beaucoup on s'efforce qu'il puisse devenir un bon Taïwanais. Oui, ou une bonne belle-fille de Taïwan. Il y a une télé justement qui s'appelle Belle-fille de Taïwan parce que c'est leur rôle dans la société de Taïwan. Et après, troisième phase, c'est plutôt pour donner la parole. Et justement, à cette question de la parole, donner la parole, est-ce que parce que ça, j'ai pas du tout ce recul-là. Est-ce que les médias comme ça pour travailleurs, pour cette catégorie de population, est-ce qu'ils entretiennent des relations avec d'autres médias, que ce soit l'agence de presse ou alors peut-être même comme nous, des médias comme Radio Taïwan International ou d'autres médias, pour peut-être justement faire entendre la voix des migrants, mais aussi et faire connaître aussi les migrants, etc., auprès de la société taïwanaise en général. Est-ce qu'ils peuvent réussir à passer d'un média comme ça destiné aux migrants à des médias peut-être plus importants à Taïwan? Pour l'instant, ça se fait plutôt par des activités ou des événements organisés par la communauté elle-même aussi. C'est possible. Par exemple, comme j'ai dit, il y a des prix littérature des migrants. Là, c'est un événement et ça attire l'attention de beaucoup de médias taïwanais, des grands médias. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de politiciens qui les soutiennent aussi. Donc, à ce moment, pour l'instant, on n'a pas encore atteint l'idéal. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent aussi communiquer directement auprès des médias taïwanais mainstream. Mais ça se fait plutôt par des activités organisées. Ou comme ça ou par des initiatives. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. La thèse bientôt en ligne peut-être, accessible en ligne un jour. Peut-être. En tout cas, je vais commencer à réfléchir sur la possibilité de le publier. Okay. Ouais. Super. Merci beaucoup, Judy. Merci beaucoup, Clément. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette discussion avec Judith Tseng jusqu'au bout pour ce nouvel épisode donc de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. C'était Clément Tricot. Vous pouvez vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver forcément des liens et des informations sur notre invité. Je vous invite également à vous abonner au podcast, donc les différents liens sont aussi sur la page de l'émission, ou à me suivre sur Twitter, il y a aussi le lien. Donc c'était donc Clément Tricot, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, et d'ici là, vous le savez, portez-vous bien.